trouver ça tellement. Vous avez vu tout d'abord comme j'ai simplifié l'orthographe, en faisant correspondre à un son élémentaire une unique lettre sans accent. Sauf pour les voyelles nasales où je fais simplement suivre d'un H la voyelle normale dont elles sont issues. Si vous voulez un résumé, il y en a un qui fait moins de 2 minutes au début de l'épisode précédent, j'y reviens pas, ça pourrait quand même être utile, car souvent j'afficherai des phrases écrites avec la nouvelle orthographe, donc ce serait un peu moins perdu. Épisode précédent où j'ai ensuite entamé une simplification de la grammaire en éliminant, je rappelle, les liaisons, les élisions, les accords en nombre et en genre, de sorte que le nombre n'est désormais plus indiqué que par le déterminant, et le genre par le nom, lorsqu'il s'agit d'un nom désignant un être sexué dont on souhaite préciser le sexe, sinon le concept n'a plus lieu d'être en fait. Et une conséquence de la suppression du genre grammatical est que les adjectifs et déterminants n'ont plus qu'une seule forme, du moins au singulier pour les déterminants, et la forme adoptée est l'actuelle forme féminine en fait. Et d'ailleurs j'en ai profité pour proposer une construction simple des noms genrés, à savoir que ce sera un A pour ces dames, un O pour monsieur, et un is pour si on ne sait pas ou qu'on ne souhaite pas préciser. Ainsi on dira une auteura, une auteuro, une auterie. Et à mon humble avis, c'est là la meilleure solution. C'est la question récemment remise à l'ordre du jour de la féminisation de certains mots, puisque là on peut préciser ou pas tout ce que l'on souhaite, et à chaque fois ça s'entend, vous voyez, contrairement avec l'écriture inclusive, ceux qui auraient entendu parler de ça. Bon. Donc voilà. Et je vous avais dit que j'allais traiter aujourd'hui des conjugaisons. Et quand je dis traiter, je pense vous devriez voir à peu près où je veux en venir. J'ai d'ailleurs intitulé cet épisode de Becherel à la poubelle. Car oui, c'est tout de même incroyable que les francophones, adultes, soient souvent tentés d'avoir recours à un livre, voire aujourd'hui à certains sites internet, ce qu'on appelle des conjugueurs, pour s'exprimer correctement. Allô, quoi. Cette complexité est principalement due à 2 choses. Tout d'abord, l'accord du verbe avec le sujet, ou le pronom personnel si vous préférez, et également l'irrégularité de nombreux verbes, ou encore, si vous préférez, le fait qu'il y ait plusieurs formes de verbes qui se déclinent différemment. 2 choses totalement inutiles. Pas besoin d'accorder le verbe avec le sujet, puisque le sujet, il a été énoncé juste avant, on le connaît toujours. On dira donc, je parle, tu parles, il parle, nous parle, vous parle, il parle. En fait, il n'y aura plus besoin de faire cette récitation stupide. Et bien entendu, tous les verbes seront réguliers, se conjugueront de la même façon en adjoignant une unique terminaison à l'heure radicale pour indiquer le temps ou mode. Parce que ça, oui, ça par contre, c'est utile. Terminaison qui pourrait être rien d'ailleurs, comme pour le présent d'indicatif. Ainsi, pour le verbe parler, le radical c'est parle. Et d'ailleurs, autant utiliser le radical pour nommer un verbe plutôt que l'infinitif, qui d'ailleurs n'est pas un verbe, comme on le verra tout à l'heure. Par contre, si le radical, c'est facile, vous voyez, il n'y a pas de problème pour le verbe parler, c'est parle, mais c'est moins évident. Par exemple, prenez un verbe irrégulier comme le verbe aller, qu'est-ce qu'on va prendre? Parce que je vais, ils vont, j'allais, j'irai. Eh bien, je propose une règle simple, pour que vous puissiez trouver le radical de n'importe quel verbe en moins d'une seconde. Eh bien, on prendra, 2 exceptions que je vais énoncer ensuite, celui de l'actuel imparfait, qui ne change pas avec le sujet d'ailleurs. Ainsi, pour le verbe finir, ça va donner finissent, boire, ça va donner buve, etc. La première exception à cette règle concerne les verbes en indre, pour lesquels on prendra en fait la forme en int, vous voyez, qui correspond au participe passé, j'allais dire féminin, mais forcément, puisque c'est un adjectif et qu'on a vu qu'il n'y avait plus que la forme féminine. Donc ça va donner pour le verbe peindre, vous voyez, je peinte. Alors ça rapproche en même temps de mots de la même famille, comme peinture. Vous avez le verbe ceindre aussi, que ça va donner ceinte comme ceinture. Alors que si on appliquait la règle principale, ça va donner peigne, saigne. Vous voyez un petit peu le problème d'homophonie quand même que ça pose. Homophonie qui existe d'ailleurs, même une homonymie d'ailleurs, actuellement à l'imparfait, se dit en passant, donc l'on élimine. Et d'ailleurs, la réforme que je propose élimine de très nombreuses homophonies de verbes, parce qu'il y en a plein en fait. Donc c'est aussi un intérêt bien sûr. Et à ce propos, une exception dans l'exception, le verbe teindre prendra la forme tinct, en référence bien sûr à tinctorial par exemple. Ceci afin d'éviter une homonymie avec l'actuel verbe teinter. Et je signale d'ailleurs qu'il n'y a pas d'exception dans la grammaire que je propose. Nous parlons là bien sûr d'une règle de formation du vocabulaire à partir de la forme actuelle du français. Alors ensuite, l'exception suivante, c'est pour le verbe être.
Bon, là, ça peut paraître un peu subtil, mais c'est parce que, voilà, il me semble que c'est un verbe qui mérite une attention particulière du fait de son usage fréquent. Et plutôt que, du coup, là, ça donnerait et, eh bien, je propose plutôt que son radical soit s. Alors, la raison principale, c'est lorsqu'il est suivi de la lettre t. De t qui se suit, c'est difficile à prononcer. Par exemple, la phrase il est très grand, ça donnerait il est très grand. Il est très grand. Je souhaite qu'on entende chaque lettre, quoi. Alors, évidemment, ça résout le problème, il est très grand. Alors, les petits malins vont me dire oui, mais si c'est suivi d'un s, ben là non, parce que c'est une consonne longue. Hein, par exemple, c'est certain, ça va se dire c'est certain. Là, on entend très bien les deux s. En plus, là aussi, d'ailleurs, ça rejoint les formes dans les langues voisines du verbe être. Le S est tout à fait naturel. Hein. Même is en anglais, ou bien sûr S, hein, espagnol, même en italien, c'est l'infinitif esse. Et voyons maintenant les différentes terminaisons que nous allons utiliser pour exprimer les différents temps et modes. Pour l'infinitif, ce sera, on mettra ER, quoi, enfin ER, quoi. Ce sera donc R. On rajoutera, par exemple, le verbe, on dira parler. Comme aujourd'hui à l'écrit, du moins, sauf que, vous voyez, on prononcera les choses comme elles s'écrivent. Comme on le faisait il y a longtemps, il faut savoir, hein, avant que l'on ne cède à une grosse paresse sans réfléchir à ses conséquences, à savoir du coup la confusion de l'infinitif avec l'imparfait et le participe passé aussi. Source de bien des problèmes d'orthographe d'ailleurs. Pour le participe passé, on ajoutera et, voilà, comme aujourd'hui, vous voyez, j'essaie de changer le moins possible bien sûr. Hein. Pour le participe présent, je vous laisse deviner, hein, en bien sûr. Pour le passé simple, eh bien a, comme dans les par là. Alors l'imparfait du coup, AI, vous voyez, ça rapproche un peu d'écriture du coup. Et bon, qu'est-ce qui nous reste encore? Le futur, eura, hein, le conditionnel euré, voilà. Alors, et bien sûr le présent, rien, hein, on dira il parle, tout simplement. L'intérêt de l'impératif, c'est que c'est une forme qui doit être utile en cas d'urgence, donc il doit pouvoir être énoncé rapidement. C'est pourquoi je propose qu'on forme l'impératif à l'aide du radical, sans pronom. Donc on dira comme aujourd'hui au singulier en fait, hein, parle, mange. Mais quid, me dira-t-on, des formes de l'impératif pluriel, vous voyez, comme manger, mangeons, parce que là je suis un peu embêté, puisque comme j'ai supprimé les terminaisons, si je supprime aussi les prénoms, je fais quoi là, hein? Eh bien en fait, il y a une solution, elle est très simple. Je supprime ces formes. Je ne conserve plus qu'une seule forme de l'impératif qui correspond à l'actuel impératif singulier, mais qui fera aussi pour le pluriel en fait. Pourquoi c'est pas gênant? Parce qu'on pourrait me dire oui, mais alors effectivement, si je m'adresse à une seule personne au sein d'un groupe, est-ce que ça permettrait pas des fois singulier, machin? Non, parce que de toute façon, la personne dans le groupe, il suffit pas de dire qu'il y en a qu'une, il faut dire laquelle c'est de toute façon. Hein, vous allez soit la désigner du regard, d'un geste, ou avec son prénom. Donc ça change rien. Alors vous avez aussi la forme de politesse, qui actuellement est homonyme d'ailleurs de forme plurielle. Mais là aussi ça sert à rien, parce que le type de rapport que vous avez avec la personne, si vous êtes intime ou pas, etc., vous le connaissez tous les deux, enfin la personne n'a pas besoin de le lui rappeler à chaque fois, ça sert à rien. Donc c'est totalement inutile. En plus d'être nuisible d'ailleurs, à cause déjà du stress, du choix, est-ce qu'il va falloir, vous savez, hein, tutoyer, vous voyez, machin, une source d'embrouille aussi, si vous ne faites pas le bon choix, que vous vous trompez par inadvertance, sans parler aussi du fait que, parce que ça évoque souvent la notion de hiérarchie, ça, hein, le vouvoiement, sans parler du fait que la hiérarchie est un problème en soi, hein, comme je le rappelle dans une autre vidéo, je vais mettre le lien aussi. Donc je vous laisse imaginer le sort que je réserve à cette forme. Quant à la première personne du pluriel aussi, hein, parlons-en, c'est l'exemple. Si on y réfléchit bien, d'un point de vue logique, ça revient à se donner un ordre à soi-même, puisque l'on fait partie du groupe auquel l'injonction s'adresse, et en plus, à le faire savoir aux autres, donc que l'on se donne un ordre à soi-même. Mais c'est quoi l'urgence de transmettre cette information bizarre, quoi, franchement, hein? Donc si on veut vraiment dire la chose, on pourra le faire, hein, on dira je souhaite que nous partions, ou voilà. Donc voilà. Et nous avons donc désormais un impératif plus simple, plus court, hein, en tout cas lorsqu'on s'adresse à plusieurs personnes ou des personnes que l'on ne connaît pas, ce qui, en cas d'urgence, peut être un avantage précieux. Alors reste le subjonctif, lequel, comme vous le savez, s'utilise dans une subordonnée introduite par un verbe de volonté, hein, ou de désir, tout ça. Par exemple, je souhaite que nous partions. Sauf que, on le sait, on est dans une subordonnée introduite par un verbe de volonté, puisque ça a été dit avant, enfin ça s'entend, ça se lit, donc ça sert là encore à rien, quoi. D'ailleurs, il a été de fait supprimé au singulier pour les verbes du premier groupe, hein. Il faut que je parle, on se comprend très bien. Donc, au revoir, subjonctif. Et voilà, vous pouvez désormais conjuguer n'importe quel verbe à n'importe quel temps, puisque vous pouvez former les temps composés au moyen des auxiliaires have et s. Exercice, demain soir, il sera rentré. Voilà, appuyez sur pause, tout ça, hein, pour essayer de le trouver vous-même, c'est toujours mieux. Demain soir, il sera rentré. Hein, voilà. Ou encore, lorsqu'il a paru, nous avions déjà résolu la question. Réponse, lorsqu'il apparaît ça, nous avons déjà résolu la question. On pourrait s'arrêter là,
Mais je ne vais pas me contenter de condamner les Becherel à la poubelle en simplifiant plus avant les conjugaisons, et oui, c'est possible, et en les rendant bien plus performantes. Car, comme je l'ai déjà dit, l'idée est de ne jamais sacrifier la puissance, la subtilité de la langue, bien au contraire. Et en particulier, je vais d'ailleurs supprimer les formes composées, tout en pouvant donc continuer d'exprimer ce qu'elles recouvrent, bien sûr. Tout d'abord, je propose, alors donc maintenant version plus approfondie si vous voulez, plus radicale de ma réforme, je propose que pour former le futur, on utilise plutôt le suffixe O, par symétrie, vous voyez, plutôt que donc eura, futur que l'on appellera d'ailleurs le postérieur, de même que l'on appellera le passé l'antérieur et le présent le simultané. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Actuellement, nous avons la possibilité d'exprimer ce que j'appellerais les passés et futurs immédiats au moyen de la construction, vous voyez, je viens de ou je vais plus infinitif. Eh bien, je propose que l'on puisse faire cela plus simplement par l'adjonction de l'affixe ye. Ainsi, je viens d'arriver, je arrivia. Je vais partir, je partio. Petit pinaillage nécessaire pour les verbes se terminant déjà par le son ye. Eh bien, je propose que l'affixe d'immédiateté soit cette fois i en fait. Exemple, je viens de pinailler, je pinailla. Tout à fait pertinent mes exemples. Nous avons également aujourd'hui la possibilité d'exprimer ce que j'appellerais le présent strict ou actuel, au moyen de la construction être en train de plus infinitif. Compliqué ça. Que vient faire un train ici, quoi? Eh bien là encore, je propose un affixe dédié qui sera le son E. Je suis en train de parler, je parle. Ce qui est bien le cas en effet. Nous avons aussi, si on y réfléchit bien, la possibilité d'exprimer le caractère répétitif d'une action par l'adjonction du suffixe i. Vous voyez la formation de l'imparfait à partir du passé simple. Sauf qu'on peut faire ça que pour le passé. Eh bien, je propose que l'on puisse faire cela à tous les temps. Et c'est un véritable manque qui va être ainsi comblé. Car il est impossible aujourd'hui d'exprimer simplement un présent non actuel, justement. Par exemple, si je veux dire, je donne des cours de français améliorés, en signifiant que je fais ça tous les mercredis à 3h, pas forcément en ce moment même, vous voyez. Là, on va être obligé de rajouter des circonlocutions. Et bien là, il suffira de dire « je donnais des cours de français améliorés ». Qu'on ne confondra pas avec, au contraire, « je donne des cours de français améliorés ». Là, c'est bien toujours le cas. Et pareil pour le postérieur, je vous laisse trouver des exemples. Nous avons donc, si vous avez bien suivi, 11 temps différents, en combinant tout ça, position temporelle, immédiateté, actualité, répétitivité, etc. Mais s'il nous manque encore certains temps, comme, vous voyez, le plus que parfait, le futur antérieur, qui sont en fait des temps relatifs, pour lesquels on utilise justement la construction complexe des temps composés. Les temps relatifs servent à exprimer une position temporelle par rapport à un moment qui n'est pas celui où le locuteur s'exprime, donc, mais celui indiqué par un complément circonstanciel de temps. Par exemple, hier, vous voyez, dans 3 jours, ou en 2040, ou lorsqu'il va pleuvoir, ou lorsqu'il a paru, par exemple. Voyez. En fait, ce que l'on fait actuellement, c'est d'accorder. Vous voyez, on voit un complément circonstanciel de temps au passé, on voit hier, on se dit, je vais utiliser le passé. Mais non, c'est ça l'erreur, accorder. Puisque on le sait que c'est hier, ça n'introduit pas d'informations supplémentaires. On utilisera donc tout simplement le simultané pour dire que c'est au moment signifié par le complément circonstanciel de temps. On dira donc, plutôt que hier je parlais, on dira hier je parle. Et pour dire que c'est avant, là où on utilise actuellement le plus que parfait, on utilisera le passé. On dira hier je parla, ce qui traduira par hier j'avais parlé. Et vous voyez qu'on introduit même ainsi des temps qui n'existent pas actuellement. Par exemple, hier je parlo, ce qu'on pourrait appeler le passé postérieur, pour lequel on utilise plus ou moins des fois le conditionnel comme bouche-trou, vous voyez, c'est quand même mieux comme ça, quoi. Exercice, lorsqu'il arriva, j'allais parler, là on va utiliser le passé postérieur immédiat, lorsqu'il arriva, je parlais. Voilà. Et notez d'ailleurs que cet usage du présent comme simultané existe déjà au futur. Lorsqu'on dit demain je pars, tout le monde comprend que c'est au futur. Voilà. On peut donc exprimer tous les temps actuels et même plus sans utiliser de formes composées. Formes qui sont d'ailleurs, en plus d'être compliquées, sont redondantes, puisque prenez l'exemple du passé composé, ça veut dire simplement que c'est avant le présent, donc c'est synonyme du passé simple. Et c'est tellement vrai que, de fait, en français, comme vous le savez, dans la langue parlée, on n'utilise plus que le passé composé, d'ailleurs, curieusement, à cause sans doute d'ailleurs de la complexité du passé simple. Je vous laisse apprécier le paradoxe quand même. Lequel passé simple nous confinâmes au genre romanesque. Exercice. Hier, il faisait beau. Allez-y, appuyez sur pause. Réponse. Hier, il faisait belle. Quand il arriva, nous étions à table.
quand il arriva, nous est à table, ou mieux, nous est ce serait plus précis, effectivement, mais ça, on comprendra très bien, enfin, nous est, voilà. Quand il arriva, nous avions commencé à manger, traduction, quand il arriva, nous commença à manger. Voilà. Il arrive aussi souvent que l'on décrive une action qui ne soit pas localisée dans le temps. Par exemple, 2 plus 2 égale 4. Bon, alors on utilise, vous voyez, le simultané ou le présent, bon, on comprend bien sûr avec le contexte, mais c'est vrai que ce serait plus logique, on va voir un cas tout à l'heure où c'est vraiment utile, d'avoir un temps adapté, et que j'appellerais tout naturellement l'intemporel, et que je formerai au moyen du suffixe AO, ce qui dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que ça recouvre le passé et le futur, et donc le présent qui se trouve au milieu et dont la durée est nulle. Prenez l'exemple de la phrase « le ciel est bleu ». Si on veut, ça peut être ambigu. Hein, si on veut donner par là la couleur du ciel, on dira plutôt « le ciel est sao bleu ». Vous voyez, pour dire qu'on ne parle pas de la météo actuelle ou même habituelle. Une autre amélioration que je propose est l'ajout d'un mode pour exprimer l'incertitude. Alors vous me direz qu'on utilise parfois le conditionnel pour ça, comme dans la phrase « les malfaiteurs se seraient enfuis par l'escalier ». Sauf que ça correspond à un cas bien précis, là, où on rapporte une information estimée par d'autres personnes et avec un degré d'incertitude plutôt élevé. Généralement, pour exprimer l'incertitude, on utilise des constructions du type « voyez, je pense que » ou « il semblerait que ». Sauf que littéralement, ces constructions ne disent rien. En effet, on pense bien toujours ce que l'on affirme, même et surtout lorsqu'on en est certain. Et de même, la chose nous paraît, d'autant plus qu'elle ne fait aucun doute. Donc ça n'est même pas logique. Et surtout, ça alourdit sensiblement la phrase, de sorte qu'on tente à les éviter lorsqu'elles ne sont pas vraiment indispensables par paresse, hein, c'est bien humain. Mais du coup, ça va favoriser un peu la polémique et la certitude hâtive, voyez. D'où l'intérêt à pouvoir exprimer ça de façon beaucoup plus concise. Je propose donc là encore un suffixe dédié, en l'occurrence le son ch pour une incertitude légère et j pour une incertitude forte. Bah oui, tant qu'on y est. Hein. Ainsi, je pense que Pierre est rentré se traduira par Pierre rentrache, ça va plus vite, hein, et il semblerait que Pierre soit rentré par Pierre rentrage. Incertitude pouvant être exprimée à tous les temps, hein, contrairement avec le conditionnel. Là, hein. Alors, petit exercice, hein, je vous laisse deviner comment on peut traduire ça avec plus de concision. Quand Pierre chantera, il va probablement pleuvoir. On suppose que la pluie est la conséquence du chant, vous voyez, un peu comme dans la... Eh bien, quand Pierre chanteau, il pleuvioche. Aussi, comme le suggère son nom, le conditionnel est utilisé à proximité d'une condition. Sauf que, contrairement à ce que l'on pourrait penser naïvement, il ne sert pas à exprimer une condition. En effet, on peut certes dire si Pierre criait, on nous repérerait, ou on se demande d'ailleurs vraiment ce que fout l'imparfait dans la condition, mais bon, là on va pas. Mais on peut dire aussi si Pierre crie, on nous repère. Ou encore, si Pierre criait, on nous repérait. Ou si Pierre criera, on nous repérera. Ou si Pierre crie, on nous repérera. Construction d'ailleurs où l'on voit que le temps sert à exprimer fort logiquement, quand on lieu, la condition et sa conséquence. Mais alors, à quoi sert le conditionnel, me direz-vous ? Eh bien, pour s'en rendre compte, essayons de saisir la subtilité qu'il y a dans la phrase « si Pierre criait, on nous repérerait ». Je vous laisse essayer de trouver ça par vous-même d'ailleurs. Hein, appuyez sur pause, toujours pareil. Eh bien en fait, cette tournure sert à exprimer le fait que la condition n'a pas été réalisée. Voyez ? Lorsque je dis « si Pierre criait, on nous entendait », il semblerait que Pierre a dû crier, et on nous a entendu, et du coup je parle d'expérience. Tandis que si je dis « si Pierre avait crié, on nous aurait entendu », il semble que Pierre n'ait pas crié. Alors en fait, c'est un peu plus subtil que ça, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui ne sait rien, peut-être qu'on nous a repéré ou peut-être pas, et qui émet des hypothèses. Donc c'est un peu plus subtil que ça quand même. Mais en tout cas, on peut dire que ça atténue fortement la probabilité d'occurrence, donc de réalisation de la condition. Voilà. Hein. Alors pour compliquer le tout, le conditionnel sert aussi parfois à sous-entendre une condition. Par exemple, dans la phrase « l'aéroport générerait 12% d'émissions de dioxyde de carbone en plus », vous voyez que ça peut sous-entendre « si l'aéroport est construit ». Hein, ne cherchez pas d'exemple dans l'actualité, hein, bien sûr. Mais aussi, ça peut signifier que, bon, il va être construit, c'est pas la question, mais voilà, c'est une estimation qui n'est pas certaine. Sous-entendu, selon certaines sources, vous voyez, générerait 12% d'émissions de dioxyde de carbone en plus. Du coup, la phrase est ambiguë, on ne sait pas. Bref, c'est le merdier. Je propose donc le système plus simple et logique suivant. Alors, tout d'abord, tout sourçage indirect, ou également toute condition devra être explicitée, ça c'est pas un problème quand même, vous voyez. Ensuite, pour nier
la réalisation de la condition, pour affirmer qu'elle n'a vraiment pas eu lieu, là vous voyez de façon plus claire, eh bien je propose un mode spécifique, à savoir par l'ajout de l'affixe U. Donc par exemple, la phrase « Si Pierre crie U, on nous repère » signifiera que Pierre n'a pas crié. Vous voyez, là on l'a affirmé. Ensuite, il n'est pas nécessaire en fait d'exprimer une incertitude de la réalisation de la condition, car elle est sous-entendue par l'usage de la subordonnée introduite par si. Hein. Cependant, pour exprimer qu'elle est particulièrement forte, eh bien, on pourra effectivement utiliser l'incertain dans la condition. Si Pierre crie, on nous repère. On pourra également, et ce sera plus naturel, exprimer aussi l'incertitude de la causalité, hein, c'est-à-dire ce qu'on traduirait actuellement, vous voyez, de façon un peu lourdingue par si Pierre crie, on devrait nous entendre. Vous voyez, et bien là, il suffira de dire si Pierre crie, on nous reperche. Hein, ou même on nous reperge. Voilà donc pour ce qui concerne le conditionnel que j'ai donc remplacé, si vous voulez, par 3 modes différents, hein, l'incertain faible, l'incertain fort et le niant, pouvant, comme toujours, être exprimé à tous les temps. Examinons maintenant ces formes particulières que sont l'infinitif et les participes, qui ne sont pas des verbes en fait, mais respectivement un nom et des adjectifs, construits bien sûr à partir du verbe dont ils sont issus. En fait, l'infinitif, ce qu'il désigne en tant que nom, c'est l'action correspondante au verbe. Et il est d'ailleurs souvent accompagné d'un complément. Vous voyez, hein, par exemple, faire la vaisselle est une activité passionnante. Mais si. Il peut parfois être comme un véritable nom, être précédé d'un article, hein, comme le vivre ensemble, le parler vrai. Et on peut remarquer aussi que lorsqu'il suit immédiatement un verbe, donc sans article, il correspond à l'action, mais exécuté par le locuteur. Ainsi, je dirais j'aime marcher pour dire en fait j'aime quand je marche, quoi. Le fait que je marche. Ça ne pourra pas être quelqu'un d'autre que moi, qui, vous voyez, sinon on dit j'aime quand tu marches. Mais du coup, vous voyez qu'on pourrait faire pareil à tous les temps. Pour exprimer une action venant d'être réalisée ou ayant été réalisée dans le passé, ou vous voyez, ou actuelle ou au contraire répétitive. Ainsi, pour dire j'aime, vous voyez, quand je viens de marcher, eh bien on dira j'aime marchiaer. Et je émaille marchioer pourra se traduire par j'aimais quand j'allais marcher. De façon en tout cas moins ambiguë. Et pareil pour les participes. Alors en fait, pour les participes, il faut déjà bien comprendre quelque chose, c'est que les terminologies utilisées en grammaire française sont trompeuses. Hein. On ne devrait pas dire le participe passé et participe présent. En fait, on devrait dire le participe passif passé et le participe actif présent. En fait, le participe actif qualifie, hein, puisque c'est un adjectif, nous avons vu l'auteur de l'action, par exemple un homme mangeant, tandis que le participe passif désigne, lorsqu'il existe, bien sûr, hein, pour un verbe transitif, l'objet de l'action. Par exemple, un homme manger. Vous voyez que ça n'a pas tout à fait le même sens quand même. Hein. Et donc là encore, je propose que l'on puisse exprimer donc les participes à tous les temps en adjoignant leur suffixe, donc et ou en, hein, au suffixe de temps correspondant. Ainsi, unum mangeé désignera un être humain en train d'être mangé. Tandis que unum mangeae, bon bah là, il ne doit plus en rester grand-chose, vous voyez. Hein. Et pourquoi pas aussi unum mangioe, qui pourra s'appliquer à un chrétien rentrant dans l'arène au lion, enfin, vous savez, au bon vieux temps, là. Ainsi, une enseignant désignera bien un enseignant, quoi. Quoi qu'on pourra toujours dire une enseignantie, ou enseignanta, ou enseignanto, vous voyez. Et ben, on aura d'autres possibilités, comme une enseignant désignera bien un enseignant qui est en cours en ce moment, donc c'est, vous voyez. Ou une enseignant à la retraite, typiquement, ou une enseignant qui sera, par exemple, un élève à l'IUFM. Et on pourra aussi adjoindre, par exemple, des connotations d'incertitude. Par exemple, un élève à l'IUFM, on pourra dire plutôt, ce serait peut-être plus rigoureux, une enseigne au chant, parce que encore faut-il qu'il réussisse ses examens, vous voyez. À noter également que les temps composés, dont on n'a plus besoin, je rappelle, mais devraient, s'ils étaient logiques, se construire avec l'auxiliaire être et le participe actif passé. Vous voyez, on devrait dire « je suis ayant marché ». Donc je esse marchant, ce qu'on pourra toujours dire d'ailleurs, et non pas je have marché, qui signifie littéralement qu'on possède l'objet de l'action. Là on se demande ce que c'est, peut-être la route, je sais pas, c'est totalement absurde en fait. Petite parenthèse d'ailleurs, un marchand, on dira marchande, donc il n'y a pas de confusion, il faut plutôt une marchandise, une marchando, marchanda, pas de problème. Petit exercice, voilà, pour se détendre un peu. Je pense que Pierre et Paul seront là demain matin. Traduction. Pierre et Paul, est-ce là demain matin?
Tiens, on va traduire dans l'autre sens maintenant. Hein. Essayer de traduire, voilà, en français actuel, la phrase suivante. La Venohan est la blondeau. Puis sur pause, hein, voilà, c'est trouvé. Eh bien, ça peut se traduire par celui qui viendra est le blond. Voilà donc pour ce qui concerne donc les verbes proprement dits, à savoir donc plus de conjugaisons compliquées à apprendre et une langue beaucoup plus puissante. Et c'est pas fini. Parce que je n'ai pas encore parlé des pronoms personnels. Vous savez, hein, je, tu, il, nouveau, tout ça. Alors on peut bien sûr en rester là hein, et utiliser ces pronoms-là. Sauf que vous voyez qu'il se pose déjà un problème. Je ne sais pas, quand vous entendez « il parle », vous ne savez pas si c'est au singulier ou au pluriel. Mais il y a pire. Lorsque vous entendez une personne dire à une autre « nous sommes d'accord », vous ne savez pas si elle veut dire qu'elle est d'accord avec son interlocuteur, son allocutaire, hein, la personne à laquelle elle s'adresse, ou si elle veut dire qu'elle est d'accord avec d'autres personnes que son allocutaire. Ça n'a pas vraiment le même sens quand même. Petite précision concernant le vocabulaire, hein, donc le locuteur, celui qui s'exprime, l'allocutaire, le destinataire du message, et l'ensemble des deux, donc ceux qui parlent entre eux, les interlocuteurs. Hein. Mais il y a encore un autre sens que vous avez peut-être pas vu de la phrase « nous sommes d'accord ». Je vous laisse essayer de deviner si vous voulez d'ailleurs, hein, toujours pareil. Bon. L'individu peut exprimer par là que sont d'accord entre eux un ensemble de personnes dont font partie les interlocuteurs, mais un ensemble plus grand. Vous voyez, c'est encore un autre sens. Si vous voulez, on peut donner un exemple. Hein. Un Français s'adressant à un Belge, quand il dit nous sommes d'accord, ça peut être nous deux, là, toi et moi. Ça peut être nous les Français, entre nous. Hein. Puis aussi nous, enfin les Européens, donc vous voyez, ou les êtres humains. Et de même, lorsque m'adressant à un groupe, je dis vous. Il y a deux sens différents. Ça peut être vous, le groupe auquel je m'adresse, mais seulement, mais aussi vous, un groupe dont vous faites partie, mais qui est plus grand. Si je m'adresse à un groupe de Belges, vous les membres du groupe ou vous les Belges, c'est pas le même sens non plus. Et pouvoir préciser cela serait bien plus utile, bien plus pertinent que de pouvoir préciser par exemple le nombre de mes interlocuteurs. Parce que là, excusez-moi, mais ça n'a pas un grand intérêt. Généralement, ils le connaissent, quoi. On a déjà évoqué ce problème avec l'impératif pluriel, d'ailleurs. Hein. Et pareil pour la forme de politesse, j'y reviens pas. Et comme les timides seront sans doute moins gênés d'utiliser, vous voyez, le « vous » que le « tu », eh bien, je propose que l'on ne conserve plus que le « vous ». Un peu d'ailleurs comme en anglais, on pourrait me faire la remarque, sauf qu'il y a une différence avec l'anglais, c'est quand vous dites « you are », le are, normalement, c'est le pluriel. Donc, vous parlez à une personne, mais vous utilisez le pluriel. C'est un petit peu aberrant. Là, pour nous, on n'aura plus ce problème. Hein, ce sera vous, est. Autre mise au point de vocabulaire aussi avant de poursuivre. Vous savez qu'on parle donc de pronoms personnels. Sauf que, en fait, c'est pas très logique parce que ce ne sont pas forcément des personnes. Hein. Lorsque je dis il est sur la table en parlant d'un livre, c'est pas une personne. Ni même forcément quelque chose de concret. Lorsque je dis elle m'est venue ce matin en parlant d'une idée. En fait, ces pronoms servent à désigner donc un référent, hein, c'est ce à quoi se réfère le pronom, son référent, relativement en fait, en tout cas en premier lieu, au protagoniste de la conversation. Hein, alors, par exemple, je, enfin, vous voyez, là, ça désigne le locuteur, la deuxième personne va désigner les allocutaires, et la troisième personne, ceux qui sont des gens qui ne sont pas là, sauf que c'est pas une personne, la troisième personne. C'est pourquoi je propose d'appeler ces pronoms, eh bien, les pronoms conversationnels. Ça paraît plus logique quand même, tant qu'on y est. Et de même, adjectif ordinal, première, deuxième, troisième personne, ça veut rien dire. Enfin, sauf à exprimer peut-être un certain égocentrisme du locuteur, peut-être, mais bon, bref, ça désigne rien. Donc là encore, vous allez voir qu'on va donner des appellations beaucoup plus pertinentes hein, à ces pronoms-là. Donc celui qui va désigner le locuteur, on va l'appeler le locutif, alors plus exactement le locutif strict, donc si vous voulez le jeu actuellement. Hein. Le pronom désignant un ensemble de personnes dont fait partie le locuteur, mais pas ses allocutaires, ce sera, j'appellerai ça le locutif étendu. Pour désigner uniquement les allocutaires, je vous laisse deviner, ce sera l'allocutif. Pour désigner un ensemble de personnes dont font partie les allocutaires, mais donc un ensemble plus vaste, ce sera l'allocutif étendu. Hein. Pour désigner l'ensemble des interlocuteurs, mais seulement eux, ce sera, je vous laisse deviner, l'interlocutif strict. Et un ensemble plus vaste, les comprenant, l'interlocutif étendu. Et enfin, pour désigner une ou plusieurs personnes ne faisant pas partie des interlocuteurs, j'appellerai cela le délocutif. Je ne vais pas inventer ces mots d'ailleurs, ils existent. Hein. Et vous voyez donc que ça fait 7 formes différentes qui ne correspondent pas vraiment aux 6 formes existantes actuellement d'ailleurs. Hein. Alors maintenant, comment je vais les former ? Eh bien, la règle simple, si vous trouvez mieux, dites-le moi, hein, que je propose, c'est qu'ils se terminent tous par le son OU, donc qui sera caractéristique des pronoms conversationnels, et commence par l'initiale du déterminant possessif correspondant.
Par exemple, pour la première personne, le locutif, pardon, parce que tout qu'à faire, hein. Pour le locutif, c'est moi, mien, me, tout ça, c'est donc le M. Donc ce sera mou, pour traduire je. Hein. De même, pour l'allocutif, bah, ce sera donc vous, là, comme maintenant, nous pour l'interlocutif, et donc sous pour le délocutif, hein, parce que c'est le sien, ou soi, ça, ou son. Et enfin, pour les pronoms conversationnels étendus, bah, on ajoute simplement le son ye au milieu. Donc ça donnera miu, miu, viu. Deux mots à propos, usant que j'y suis, d'un certain nombre de pronoms un peu plus exotiques, si vous voulez. Alors par exemple, le on. Eh bien, je pense qu'il peut être supprimé parce que désormais, être avantageusement remplacé par des formes plus précises, simples et logiques. Par exemple, typiquement, quand on l'utilise dans un proverbe, bah, vous voyez que ce sera l'interlocutif étendu. Exemple, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, se traduira par, je vous laisse deviner si vous voulez, hein. Allons-y, nous ne faisons pas de omelette sans casser de œufs. Il pourrait être aussi remplacé d'ailleurs par être humain. Par exemple, la phrase on jase beaucoup dans le village pourra se traduire par des humes jasent beaucoup dans la village. Mais vous pouvez avoir aussi d'autres cas, parce que c'est un peu du grand n'importe quoi actuellement, hein. Il remplace plus ou moins le nous, ou encore autre chose. Par exemple, on vient vous voir demain pourra se traduire par Miuven voyez-vous demain. Donc le on... Il y a aussi le pronom neutre qui sert à remplacer formellement le sujet lorsqu'il n'y a pas de sujet dans la réalité, en se plaçant avant le verbe, comme dans il pleut. Bon, et bien là, je propose qu'on conserve il. En fait, le il, ce sera plus que ça. Hein, voilà. Donc on dira il pleuve. Alors de plus, actuellement, c'est assez complexe. Hein, les pronoms conversationnels prennent des formes différentes selon leur rôle grammatical dans la phrase. Hein. Le locutif strict n'a la forme je que lorsqu'il est sujet. S'il est complément d'objet, alors direct c'est me, indirect c'est moi. Comme par exemple, il me récupérera à l'aéroport ou il vient avec moi. Et notez d'ailleurs une aberration à l'intérieur de ça, parce qu'on devrait dire « il parle à moi », alors qu'on dit « il me parle ». Eh bien là, ce qu'on va faire, c'est utiliser une seule forme, et il n'y aura jamais d'ambiguïté, parce que l'on respectera également toujours l'ordre sujet, verbe, complément. Donc les phrases que je viens de dire, « il me parle » se traduira par « sous parle à mou »,« il me récupérera à l'aéroport », je vous laisse trouver, hein. « Sous récupéro mou », à l'aéroport. Et du coup, j'en profite pour corriger, puisque vous voyez, on apprend au fur et à mesure la phrase « si Pierre crie, on nous repère ». Je vous laisse l'exprimer avec les nouveaux pronoms. Si Pierre crie, déhume, repère-nous. Alors, vous avez sans doute remarqué un problème là concernant le délocutif, à savoir que pour l'instant, je ne l'ai accordé ni en genre ni en nombre. Or, si ces accords sont en effet inutiles pour les autres pronoms conversationnels, puisque les genres et nombres des interlocuteurs sont connus en général, là, par contre, ils peuvent être utiles pour mieux les identifier. Prenons l'exemple suivant. Hein. Je dis à un moment donné, Pierre et Marie sont attablés au restaurant, et puis un peu plus tard, je dis, elle vient de partir. Tout le monde comprend qu'il s'agit de Marie. Pourquoi ? Parce que, évidemment, féminin. Vous voyez ? Alors que si je dis sous partia, on ne sait pas si c'est Pierre ou Marie, ni même les deux d'ailleurs. Hein, donc évidemment, comme vous vous en doutez, je ne vais pas laisser les choses comme ça. Il faut que je trouve un moyen d'être plus précis. Sauf que, là encore, si vous vous souvenez, hein, comme dans l'exemple avec les pommes et les poires qu'on avait vu la dernière fois, eh bien, ça marche pas à tous les coups, cette histoire d'accord en genre et en nombre. Hein, si par exemple, au lieu de Pierre et Marie, j'avais les Dupont et les Arnaud sont attablés au restaurant, puis plus loin, ils viennent de partir. Bon, on ne sait pas si c'est les Dupont seulement, les Arnaud seulement, ou tout le monde, quoi. Mystère total. Donc ça marche que dans certains cas, ce qui est franchement gênant, quoi. Parce qu'on a de la chance. Donc on va faire mieux que ça, quand même. Ce qui serait intelligent, c'est d'avoir un moyen d'identifier de qui on parle qui marche à tous les coups. Et pour ça, un truc, c'est effectivement la position dans la phrase, celui dont on a parlé en premier ou en dernier. Ce qu'on fait d'ailleurs actuellement, quand on dit les premiers se sont levés, bon, sauf que c'est un peu lourdingue comme expression, vous voyez, autant dire les Dupont, quoi. Enfin bon. Je propose donc d'adjoindre un préfixe ordinal devant le radical donc du pronom sous, vous voyez. Donc ça donnera donc presous pour les premiers, sucsous pour le second, ou même dernsous pour les derniers. Et si on veut désigner tout le monde, eh bien, on pourra utiliser la fixe totalisant E, hein, qu'on avait déjà utilisé, si vous vous rappelez, avec les pommes et les poires. Hein. Eh bien, on dira E sous dans ce cas-là pour dire que tout le monde s'est levé. Cependant, dans les cas complexes, ce décompte, ça peut devenir un peu fastidieux. C'est pourquoi je vais ajouter d'autres astuces. Par exemple, une astuce qui me paraît bien pratique, en tout cas fonctionner pratiquement à tous les coups, quoi, contrairement au genre et au nombre, donc, c'est
d'indiquer par un préfixe le rôle grammatical qu'avait donc le référent dans la dernière phrase où je l'ai évoqué. Et donc, on dira usu lorsqu'il était sujet, osu lorsqu'il était complément d'objet direct. Et dans le cas où il est complément d'objet indirect, vous savez que c'est un complément qui est introduit par une préposition, eh bien on fera précéder le sou de la préposition, qui tiendra le rôle de préfixe. Ainsi, asu, ce sera ce qu'on appellera l'attributif, le datif d'ailleurs, s'ils connaissent un peu les grammaires latines. Et puis dessous, ce sera le génitif, quoi, voyez. Prenons l'exemple de la phrase « Jean a donné le livre de Paul à Pierre », puis un peu plus loin, « Il est intéressant ». Bon, là aujourd'hui, qui ça? Le livre, Pierre, Paul, mystère. Hein. Et bien là, pour dire que c'est le livre, on dira osu, puisque c'est complément, vous voyez, d'objet direct. Usu, ce sera Jean. Dessous, Paul. Hein, et asu, Pierre. Et que faire, me direz-vous, si je veux dire que c'est Jean et Paul qui sont intéressants, ou pourquoi pas, Jean et Pierre? Eh bien, on pourra toujours les ajouter en faisant U et dessous, par exemple, vous voyez, ou U et asu, pourquoi pas. Hein. Alors, que faire également, qui est plus complexe, avec des compléments imbriqués? Par exemple, vous avez la phrase « Jean a donné le livre de la mère de Paul à Pierre ». Eh bien, dessous désignera la mère de Paul, et pour désigner Paul, je dirais de dessous, c'est-à-dire que je concatène les prépositions successives. Que faire également lorsque vous avez plusieurs mots qui ont la même fonction dans la phrase? Eh bien, on va sortir les préfixes ordinaux, hein, vous voyez, donc pre, suc, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, ça vaut typiquement lorsque vous avez une liste, par exemple, si vous avez Jean a donné le livre de Paul et la règle de Pierre à Jules, eh bien, prosu sera le livre de Paul et dernosu, la règle de Pierre. Voilà. Alors, il est possible aussi que dans certains cas, ce soit plus aisé de se référer effectivement à une caractéristique du référent dans la réalité, comme par exemple son genre. Alors, c'est d'autant plus utile qu'il peut arriver d'ailleurs qu'il n'ait pas été évoqué verbalement. C'est assez rare, mais vous voyez, si par exemple il s'est manifesté d'une façon évidente, récente, tout de suite on se met à dire il, on sait de qui on parle. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Quoique très souvent sous suffira, mais bon, c'est vrai que s'ils se sont manifestés un élément masculin et féminin, par exemple, on pourra ainsi les distinguer. Et d'ailleurs, pourquoi se limiter simplement au masculin et au féminin? N'est-ce pas bien plus pertinent de dire d'abord si on parle d'une entité abstraite ou concrète? Vous voyez, d'un objet vivant ou d'un être sensible ou pas. Je propose par contre que l'on place cette indication après le sous, hein, que ce soit un suffixe pour ne pas confondre avec les indications de fonctions grammaticales que l'on a vues tout à l'heure. Donc je propose souhait pour indiquer une entité abstraite, U pour indiquer une entité concrète mais qui n'est pas un animal, I pour indiquer un animal ou un être sensible en fait, hein, ça correspond plus ou moins quand même ça. Et enfin, à l'intérieur donc des êtres sensibles, A pour féminin et O pour masculin. Prenons l'exemple. Je me demande à quel prix il va acheter le livre. Si je dis, vous voyez, souhait est très intéressant, forcément je parle du prix. Si je dis souhu est très intéressant, je parle du livre. Hein. Et si je dis souhi, c'est l'acheteur ou l'acheteuse. Bon, à l'occurrence, là, ce serait plutôt souho même d'ailleurs, puisque j'ai dit il, enfin bref, voilà. Mais on pourra aussi utiliser usu pour désigner l'acheteur, vous voyez qu'on a plusieurs possibilités, enfin tant mieux, ça facilite l'expression, la simplicité, voilà, les possibilités de la langue, quoi. J'ai d'abord imaginé cette idée d'identifier le référent par sa fonction grammaticale, et je pensais que c'était tout à fait nouveau que je l'avais inventé, mais en fait il y a un cas où, en français actuel, on utilise sa fonction grammaticale, mais c'est un cas bien particulier, et en fait c'est lorsque le référent est très proche du pronom, et en fait, dans la même phrase, et en fait, généralement, c'est lorsqu'il est le sujet du pronom qui en est le complément. Et c'est ce qu'on appelle la forme réflexive, dont la forme peut varier. Des fois, c'est ce, mais ça peut être aussi soit. Eh bien, je propose aussi, parce que c'est assez pratique, ça, qu'on utilise une forme spéciale, comme c'est une fonction grammaticale, on va être un préfixe, et ce sera le préfixe i. On utilisera donc pour ça la forme isu. Alors, exemple, il se lève, se dira soulève isu. Être bien avec soi pourra se traduire par esser bien avec Issou. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple, c'est toujours la même forme. Vous avez aussi, pourquoi pas, la France parle à elle-même, qui pourra se traduire par la France parle à Issou. Et profitons-en à propos du réflexif pour éliminer une ambiguïté qui existe dans la langue actuelle, concernant d'ailleurs lorsqu'il est pluriel. Lorsque je dis ils s'aiment, mais au pluriel. Hein, vous voyez qu'il y a une ambiguïté, parce que est-ce que c'est que ils, tous ces gens-là, s'aiment chacun lui-même?
voyez, ou est-ce qu'ils s'aiment entre eux? Bon, là, c'est vrai qu'avec le contexte, pour le verbe aimer, ce sera peut-être plus souvent entre eux, mais bon, ce n'est pas très clair, quoi. On n'a pas la possibilité d'exprimer ces subtils, de distinguer tout ça facilement. Eh bien, je propose qu'on utilise pour ça le suffixe m, enfin la lettre me, enfin m, hein, pour dire que c'est mutuel, et elle, le, pour dire que c'est chacun lui-même. Ainsi, ça donnera sous m isul et sous m isum, si c'est mutuel. Voilà. Et cela vaut également pour les autres formes d'ailleurs de pronoms conversationnels. Hein. Par exemple, aimez-vous les uns les autres va se traduire de façon beaucoup plus brève par aime-vous-me. Ah, ça va vite. Hein. Et d'ailleurs, dans ce dernier cas, il y a encore une subtilité qui pourrait être intéressante d'exprimer, parce que quand je dis aimez-vous les uns les autres, est-ce que c'est aimez-vous mutuellement, mais pas forcément chacun aimant tout le monde, mais vous voyez, éventuellement en formant des clans. Et vous voyez que c'est important de distinguer le fait que j'aime tous les autres membres du groupe, chacun aime tous les autres membres du groupe, ou que chacun aime d'autres membres du groupe. Pas lui-même, mais pas forcément tous. Parce qu'effectivement, dans ce dernier cas, on ne va pas éviter les conflits. Vous voyez, donc ça peut être intéressant d'être plus précis. Et pour ça, je propose d'ajouter le E englobant, pour dire au sens de chacun aime tous les autres. Donc la bonne formule, aime-vous-me. Donc, je récapitule. Pour se référer au tout dernier terme évoqué, s'il est dans la même proposition, ce qui est le cas généralement, eh bien, on utilisera donc la forme issue. Et sinon, on va se référer à sa fonction grammaticale hein, en utilisant le préfixe correspondant et en y ajoutant éventuellement un préfixe ordinal. Petit complément aussi concernant le vocabulaire. Là, on a vu donc les pronoms conversationnels, donc ex personnel, mais vous savez qu'à chacun d'entre eux correspond tout naturellement à ce qu'on appelle aujourd'hui un déterminant possessif. Hein, mon, ton, son, ma, ta, sa, nos voleurs, tout ça. Eh bien, pour les construire, je propose la règle extrêmement simple suivante. On remplace le ou par le a pour le singulier et le et pour le pluriel. On va aussi retrouver bien sûr ma, mes, ça, c'est... mais on aura aussi des nouveautés comme nané et vavé, ça va donner du coup, vous voyez. Puis là aussi, concernant le vocabulaire, on les appelle les possessifs. Moi, je vais proposer plutôt de les appeler les associatifs, parce qu'il n'est pas forcément question de possession. Si je suis en train de manger au restaurant, quand je dis mon assiette, ça ne veut pas dire que je la possède, c'est juste celle que j'utilise. Et puis quand je dis mon père, je ne possède pas évidemment hein, mon pays. En fait, ça désigne l'objet par le contexte, quoi, qui m'est naturellement associé. C'est pour ça que je préfère les appeler les déterminants associatifs. À noter que vous avez aussi les adjectifs associatifs, c'est encore autre chose. On ne l'utilise pratiquement plus hein, quand on dit un ami mien, au lieu de dire mon ami. Bon. Par contre, ils servent à former ce qu'on appelle le pronom, donc que j'appellerais le pronom associatif, hein, c'est-à-dire c'est le mien ou le nôtre ou les nôtres. Eh bien, je propose que l'on forme donc cet adjectif et donc ensuite hein, les pronoms en utilisant la terminaison autre, comme dans notre et votre. Simplement, on l'utilise partout, que ce soit plus simple, quoi. Donc voilà, j'ai fait un tableau, vous pouvez voir dessus. Alors, petit exercice pour récapituler ce chapitre, parce qu'on a quand même bien bossé. Là. Ton cartable est à côté du mien. Allez, allons-y. Appuyez sur pause. Ça donne va cartable est à côté de la montre. Hein. Alors maintenant, levez l'ambiguïté en traduisant en français rationalisé. Nos cartables sont dans la classe petit a dans le cas d'un enfant s'adressant à un camarade parlant des cartables de tous les élèves. Allons-y. Eh bien, ça va donner nier cartable, est dans la classe. Alors maintenant, si l'enfant s'adresse à sa mère qui n'a pas de cartable, nier cartable, est dans la classe. Voyez, hein, si l'enfant s'adresse à tous les possesseurs de cartable, né cartable, est dans la classe. Autre phrase ambiguë que je vous propose de traduire en tenant compte du contexte. Les participes peuvent être déclinés à tous les temps en complétant leurs affixes. Vous voyez un peu le bordel là hein, parce elle est indigeste cette phrase, parce que l'heure, ceux de qui. C'est vrai que d'après le contexte, vous voyez bien que ce sont les affixes des temps. Et bien là, on va exprimer ça de façon beaucoup plus digeste en disant les participes pouvaient se faire décliner à tous les temps en complétant assez affixes. Voilà. Encore un autre pas trop dur, faut le voir pour le croire. Hein, dans le cas où on parle, vous voyez, alors aussi, hein, c'est ambigu la phrase. Alors, premièrement, dans le cas, pour préciser qu'on parle d'un fait, hein, c'est le cas qui semble le plus probable, c'est une expression courante, falvoyer, sui pour croyer, sui. Alors que si c'est une personne qu'il faudrait croire, hein, et donc la voir en personne pour la croire, pourquoi pas, c'est pas du tout le même sens, eh bien, ce sera, supposons qu'il soit masculin en plus, falvoyer suo pour croyer suo, ouais, ou si on ne veut pas préciser son sexe, bien sûr, falvoyer sui pour croyer sui. Mais on peut aussi rester ambigu en écrivant, bien sûr, falvoyer sou pour voyer sou. C'est pas interdit non plus. Hein.
Il y a encore une phrase ambiguë, par exemple, je suis un homme, traduisez dans les deux sens. Hein. Alors voilà, mues unumago ou mu suive. Et là, j'ai supposé que homme était bien sûr à prendre au sens strict. Hein, vous voyez, vous pouvez aussi traduire par bien sûr. Donc ça fait encore plus de possibilités. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous aborderons la prochaine fois, hein, ce sera le dernier épisode, cette fois, des questions de vocabulaire concernant en particulier, ça fait longtemps que j'annonce celui-là, la suppression d'homonyme, enfin d'homophone et d'homographe. En attendant, nous souhaite à vous des fêtes bonnes de fin d'année. Amuse-vous bien.